Et je laisse la main à Adrien Weir d'Ilki. Merci Pierre, merci beaucoup. Donc bonjour à toutes et tous. Merci d'être là effectivement pour ce beau sujet, qui est, je dirais, les alternatives à VMware, comme disait Pierre, c'est un sujet tendance. Avant de commencer, je vais juste vous présenter très rapidement Ilki pour justement que vous compreniez bien le positionnement. Donc Ilki, on est un petit cabinet de conseil technique, hein, une trentaine de personnes. On accompagne différents clients qu'ils soient privés ou publics, d'ailleurs dans leur transition technologique, peu importe où ils en sont, est-ce que c'est au début de leur réflexion, est-ce qu'ils ont déjà des choses et ils cherchent à le faire évoluer. Notre trois grandes valeurs, c'est l'expertise, c'est un peu la tarte à la crème, mais pour autant, ça reste une réalité de par le nombre d'années d'expérience de nos collaborateurs et collaboratrices, mais aussi récemment des certifications autour de Kubernetes, notamment KCSP pour la partie service provider et KTP pour la partie formation. Le partage, je le cite tout de suite parce qu'effectivement, là, je parlais de la formation, c'est un des vecteurs. On aime partager nos connaissances, compétences, et je dirais accompagner les gens aussi dans leur évolution et les différents collaborateurs. Aujourd'hui, la formation, c'est à peu près 25-30% de notre chiffre d'affaires. Donc, ça reste un gros pan pour nous et important. Le dernier, c'est l'indépendance. Et ça, c'est peut-être aussi un des points clés. Ilki, on a 0 partenariat commercial avec aucun éditeur, constructeur, fournisseur de cloud ou autre, pour justement être le plus objectif possible, le plus libre dans nos choix, dans nos paroles, et finalement je vais reprendre l'adjectif de Pierre tout à l'heure, le plus pragmatique aussi dans les choix qui sont faits pour nos clients. D'un point de vue technique, nos principales briques d'intervention sont l'infrastructure, le cloud et tout ce qui est CloudOps, outillage autour de la gestion du cloud, tout ce qui va être cloud native et DevOps, donc ce qui va tourner autour des containers, de l'orchestration de containers et puis tout le marché, je dirais, ou l'écosystème qui s'est créé autour de ça. Et enfin, le digital workplace, avec tout ce qui touche à l'environnement utilisateur et l'environnement de travail numérique pour même l'étendre. Évidemment, tout ça en prenant en compte différents enjeux transverses comme les coûts, le numérique responsable autour de ça. Donc, assez parlé d'Ilki, parlons de notre sujet, du jour. Avant de rentrer dans les alternatives et les solutions et de passer la parole aux différents acteurs présents aujourd'hui, je voulais refaire un tout petit peu d'histoire de VMware. Bon, je vais pas refaire toute l'histoire de VMware, c'est pas l'objectif, mais au moins quelques dates clés. C'est important pour après et aussi pour positionner les alternatives et montrer en termes de comparaison de maturité ou de temps. Donc, VMware créé en 98, évidemment, donc on est sur une entreprise quand même assez ancienne. J'ai des gens qui apparaissent par contre. Désolé. Donc, société assez ancienne. Le ESX, qui est la partie hyperviseur, donc pour gérer ces machines virtuelles depuis 2001, lancement de vSphere en 2008, création de Horizon, qui est la partie virtualisation de postes de travail en 2011. Gros pas ou un pas important en 2012, l'acquisition de Nicira pour faire leur solution de SDN qui viendra et qui est aujourd'hui NSX. 2019, acquisition de Pivotal, de Carbon Black, donc Pivotal, qui était d'ailleurs un spin-off ancien, mais en tout cas qui va être un point clé pour tout ce qui est gestion des containers et point clé à la création de Tanzu, en tout cas à la création et l'évolution de Tanzu, parce que c'est cette année-là aussi qu'ils font cette annonce. Hein, Tanzu, pour rappel, pour tout ce qui est gestion de containers, ou en tout cas application cloud native pour l'élargir. Carbon Black sur des outils de sécurité. Voilà, donc 2020, lancement de Tanzu, les premières briques. Alors, on était sur quelque chose de pas très sec, mais en tout cas, ils l'ont lancé à ce moment-là. Et puis aussi une annonce de spin-off entre Dell et VMware, ce qui va aussi avoir un impact, tout ce qui peut avoir un impact aussi aujourd'hui pour vous, notamment après sur des solutions comme VxRail, par exemple. Sur des dates plus récentes, annonce de l'acquisition par Broadcom en 2021. Ça a mis beaucoup de temps, cette acquisition, pour différentes raisons. Alors, c'est de la manière de fonctionner aux États-Unis, je pense que vous savez. Donc, je sais pas si vous le savez d'ailleurs, mais en tout cas, au moment où ils annoncent une acquisition, il y a toute une période où d'autres acteurs pourraient faire une offre plus importante sur l'achat de cette société. Pour autant, 61 milliards proposés par Broadcom, ça laissait peu de place à d'autres acteurs, ou en tout cas les acteurs qui auraient été capables de le faire.
ils étaient peu nombreux. Et puis avec toute la partie validation aussi aux US, parce que Broadcom, vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'origine c'est une société singapourienne, qu'au board il y a beaucoup de Singapouriens encore. Donc ça pose question évidemment. Vous connaissez la relation Singapour-Chine aussi, donc finalement la relation États-Unis-Chine. Donc globalement, réellement, 2023, ça a été l'année qui a vraiment fait la transition de ce rachat. Tout de suite, il y a eu des annonces de refonte du portfolio en 2023, l'annonce aussi de restructuration des différentes business units, et puis surtout l'annonce de tout de suite dire, OK, 2 business units, on souhaite s'en séparer. Ces business units, c'est End User Computing et Carbon Black. Ils ont dit tout de suite, on souhaite s'en séparer pour rester sur 4 grandes briques principales: Cloud Foundation, Tanzu, Software Defined Edge et Application Networking and Security. Et puis 2024, tout de suite, la première acquisition qui s'est faite sur une des BU qui avait été, je dirais, mise à la vente, End User Computing, a été acquis par KKR, d'accord. Peut-être que vous connaissez, donc fonds d'investissement, mais que aussi derrière Parallels, qu'ils ont racheté la partie, je dirais, Horizon de VMware pour 4 milliards. Et je crois que d'ailleurs ils sont plutôt actés sur un nom d'ailleurs qui serait Omnissa, je crois, de ce que j'ai entendu. Donc l'impact de ce rachat-là, vous n'êtes pas sans le savoir, mais j'ai essayé de lister les principaux impacts. La fin de la version VSX gratuite, qui était quand même un point intéressant. La fin des licences perpétuelles, ça c'est un gros impact. Donc passage sur un modèle de souscription comme beaucoup d'éditeurs depuis quelques années. Des nouveaux modèles de licence, donc combinés à ce passage en souscription. Donc je cite par exemple l'exemple de Vsan avec historiquement un modèle purement basé sur le CPU et puis une transformation avec la prise en compte de la volumétrie en plus. Et puis la modification de programme VCSP, donc c'est tout ce qui est VMware Cloud Service Provider, où là c'est pareil, obligé de s'engager sur 3 ans minimum. Si vous avez moins de 3500 CPU, vous avez plus de discount comme vous l'aviez à l'époque, etc., etc. Donc un impact fort sur les coûts. On a eu des premières infos avec certains acteurs avec des augmentations comprises entre 15 et des centaines de %. Ça dépend vraiment des cas, et donc voilà, on en est à peu près là. Pas trop d'infos sur les prix encore, je dirais, officiels. Ça devrait arriver normalement fin avril. On l'attend tous avec, je dirais, impatience. Sur le nouveau portfolio, les infos qu'on a actuellement, alors là je vous ai mis le lien en bas, c'est William Lam qui est quelqu'un de chez VMware qui a publié, puis que vous connaissez peut-être d'autres par ailleurs sur d'autres aspects, qui publie pas mal de contenu autour de VMware. Donc des grands packages, ça on a l'habitude. Globalement, ce qu'il faut retenir, vous retrouvez les solutions vous avez l'habitude de voir avec la partie VSX, Tanzu, vCenter, Aria, qui est le nouveau nom de Verialize Operation. Et puis ce système avec un package plus des add-ons possibles. Le point, donc c'est soit on a le package total qui est sur la partie gauche, sur la partie droite, vous allez retrouver un package, je dirais, un peu plus petit, mais qui est déjà généralement, alors qui pourrait vous convenir, mais pour autant qui est généralement assez gros pour la plupart des gens, parce qu'il embarque de fait vCenter, ESX, vSAN, et puis la partie Aria. Autre point clé, vous voyez tout de suite à droite, Production Support obligatoire, donc plus de support basique comme on l'avait à l'époque. Donc qu'est-ce qui se passe quand on est un peu plus petit, qu'on n'a pas besoin de vSAN, qu'on n'a pas besoin de toute la suite Aria? Il y a d'autres packages, d'accord, qui ont l'air d'exister, donc vSphere Standard, vSphere Essential plus Kit, où là ça comprend globalement que vCenter et ESX. Par contre, dans les add-ons, un point notable, c'est que vous pouvez pas avoir accès à vSAN, en tout cas de ce qu'on en sait aujourd'hui, pas d'accès à vSAN, pas d'accès à NSX pour le rajouter. Même Aria, c'est pas dans les add-ons possibles. Donc globalement, il vous force à aller sur des packages qui seront probablement trop importants pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on pressent aujourd'hui. Un équivalent de l'Essential Plus que vous connaissez peut-être, toujours pareil avec cette limite de 3 ESX maximum et puis 96 cœurs. Donc voilà les briques un peu aujourd'hui, en tout cas ce qui se pressent. Donc des changements de portfolio, ils vous poussent sûrement à embarquer beaucoup plus de produits que ce que vous auriez besoin, et peu d'infos sur les prix encore actuellement. Peut-être pour certains, vous avez déjà eu des débuts de négociation avec VMware. Donc c'est pour ça que évidemment beaucoup de personnes, de clients, d'utilisateurs se retournent ou regardent les alternatives.
J'ai essayé de décomposer ici par selon notre thématique, nos thématiques de ce webinaire. Donc héberger ses VM, construire son cloud, déployer ses applications cloud natives, avec des principaux acteurs. Nutanix fait beaucoup de bruit et surfe sur la vague de manière cohérente. Mais voilà, mais un nombre d'acteurs assez important et aussi des acteurs open source intéressants à regarder. Et c'est pour ça que ce webinaire a lieu et que d'autres événements vont suivre pour montrer que il y a des alternatives open source viables aujourd'hui, même s'il y a des manques. Et puis c'est surtout aussi contribuons au manque qu'il peut y avoir pour essayer de les pallier. Pour ça, différents intervenants qui ont été cités par Pierre. L'idée pour chaque intervention, vous allez voir, vous allez retrouver à peu près un pattern assez similaire. Présentation de la société qui intervient, présentation de la solution qui porte, un tableau comparatif dont je vais parler juste après, histoire de justement essayer de comparer de manière synthétique les solutions VMware à ces solutions open source. 5 avantages inconvénients des solutions, quelques éléments intégrés dans la roadmap selon les intervenants, et puis les offres commerciales qu'il peut y avoir. Et à chaque intervenant, une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas, s'il y a des questions, à les poser. Le support sera effectivement disponible pour la question qui est actuellement dans le chat. Donc, avant de passer la main aux différents acteurs qui sur la partie héberger CVM, voilà le fameux tableau comparatif. J'ai essayé de lister en fait les principales fonctionnalités clés, je dirais, de VMware, la haute disponibilité, le déplacement à chaud, la répartition de charges, les snapshots, l'interface de gestion VMware, les capacités d'automatisation, la compatibilité, parce que ça reste un point fort quand même de VMware, l'écosystème qui existe autour, que ce soit matériel sur la partie OS ou par exemple là les solutions de sauvegarde. Donc on essaiera de comparer les solutions sur ces points clés.